J'entends de plus en plus souvent dans les médias que la dette des mesures anti-Covid ne sont pas graves. Certes, on a imprimé quelques milliers de milliards de dollars et d'euros à travers le monde, mais bon, quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Et puis ce n'est pas grave, car ce sont les banques centrales qui achètent la dette. Du coup, lorsque l'on ne va pas rembourser, puisque c'est impossible, ce ne sera pas grave, car aucun créancier ne sera lésé. Il suffira de tirer un trait dessus, et pouf, on n'en parlera plus. Eh bien, dans la même veine, Joe Biden a annoncé en décembre 2020 qu'il allait sérieusement alléger la dette étudiante aux USA. Il faut comprendre que c'est un gros problème, un problème énorme puisque la dette des étudiants qui empruntent pour pouvoir aller à l'université représente environ 1700 milliards de dollars. Pour rappel, les pertes estimées des banques lors de la crise des subprimes, c'était de l'ordre de 400 milliards de dollars. Ce n'est rien de moins que 45 millions de jeunes qui ont un prêt étudiant en cours aux USA, soit 30% de la population active tout de même. Donc, comme cela devient un fardeau insupportable pour un tiers des Américains en âge de travailler, le camp démocrate a la bonne idée d'effacer entre 100% et 33% de la dette. Bernie Sanders demande 100% et Joe Biden promet d'effacer un tiers. Alors, que peut-il se passer si on efface quelques centaines de milliards de dettes ? Eh ben, c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Allez, c'est parti! L'idée est la suivante. Puisque l'économie des USA va très mal à cause des mesures économiques prises contre le Covid, il faut relancer la consommation. Si vous avez du bon sens, vous aurez plutôt tendance à dire qu'il faut relancer l'économie, c'est-à-dire le couple production plus consommation. Mais comme réindustrialiser un pays c'est compliqué et que cela ne se fait pas en un an, les politiciens préfèrent de loin relancer la demande puisqu'il suffit de donner beaucoup d'argent à la population. C'est rapide et ça fait plaisir. Alors, voyons ce que cela pourrait donner. Effectivement, donner de l'argent à des jeunes, c'est le meilleur moyen de relancer la consommation, car c'est la partie de la population qui consomme le plus ce qu'elle gagne. Donc, comme les 25-34 ans représentent une partie significative de la consommation aux USA, on peut être sûr que les 600 milliards de dollars de Biden donnés aux jeunes iront en grande partie dans la consommation. Le problème, c'est que pour acheter, il faut des vendeurs. Et le problème, c'est que la balance commerciale des USA est bien mal en point depuis 30 ans. Depuis le début des années 90, les USA importent plus qu'ils n'exportent de biens et de services. La tendance est très nette. Le déficit commercial se creuse un peu plus d'une décennie sur l'autre. Avec la crise des mesures anti-Covid, la situation est amenée à se détériorer. Regardez, d'un côté, le tissu américain se dégrade très fortement. À New York, c'est environ une entreprise sur 3 qui est en faillite, et cela ne va pas s'arranger au fur et à mesure que les mesures de soutien à l'économie vont s'arrêter. De l'autre côté, comme les USA distribuent de plus en plus d'argent gratuit aux ménages, la demande ne se réduit pas aussi vite que l'offre. En conclusion, s'il y a plus de dollars pour moins de choses à acheter, le prix des biens et services risque bien d'augmenter. Est-ce que cela signifie que l'inflation va revenir ? Pas si sûr. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, l'inflation est restée très stable. Mais alors, où passe l'augmentation des prix ? Jusqu'à aujourd'hui, l'excès de demande non satisfaite par les entreprises US a été comblé par les importations. Comme vous le voyez sur ce graphique, les USA importent principalement depuis la Chine. En temps normal, le déficit des USA vis-à-vis de la Chine est d'environ 300 à 400 milliards de dollars par an. Il est donc bien possible que le taux de change du dollar contre le yuan continue de se dégrader. Car oui, depuis 2005, date à laquelle le yuan commence à se détacher doucement du dollar, le dollar baisse structurellement face au yuan. Si cela vous semble difficile à croire, sachez que lorsque vous intégrez la rémunération du cash au taux directeur de la banque centrale dans le calcul, la chute du dollar face au yuan est encore plus rapide. Donc, le système économique pourrait bien résoudre l'équation impossible de Joe Biden par une baisse du dollar contre les monnaies étrangères, yuan en tête. Si cela peut vous consoler, dans beaucoup de pays européens, cela sera la même chose. Il y a un autre phénomène qui aggrave la situation. Les Occidentaux ne travaillent plus, alors que les Asiatiques, eux, travaillent beaucoup. On observe un lien assez fort entre chômage et durée des études.
En Occident, le temps passé à étudier s'est considérablement allongé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Aux USA, 90% de la population termine le lycée. De plus, tout le monde sait que beaucoup de formations universitaires sont des bullshit degrees, à savoir des diplômes qui ne mènent à aucun emploi. Tapez dans Google bullshit degrees et vous aurez toute une ribambelle de classement des formations les plus inutiles en termes d'obtention d'un emploi. En conséquence, le taux de participation à l'emploi, qui mesure le pourcentage de personnes entre 15 ans et 64 ans qui a un emploi, s'écroule depuis le début des années 2000. Les USA, comme beaucoup de pays occidentaux, travaillent de moins en moins. Par ailleurs, la part des services dans les emplois occupés par rapport à l'industrie a aussi beaucoup augmenté. Aujourd'hui, les services représentent 80% du PIB américain. Une fois de plus, en Europe, c'est à peu près la même chose, la tendance est la même. Alors attention, oui, il est normal que la part du secteur tertiaire augmente dans les pays riches. Mais il faut distinguer deux phénomènes très différents. Dans un cas, la part du tertiaire augmente car la société produit toujours plus de connaissances et de services à haute valeur ajoutée. La part de la production industrielle augmente également, mais elle est toujours plus petite par rapport à l'immense valeur créée par les services. Dans le deuxième cas, le tertiaire est de plus en plus grand car la part du secteur industriel stagne ou rétrécit à cause des délocalisations alors que le tertiaire est en croissance. Ce n'est pas du tout la même chose. Voici la croissance du secteur industriel aux États-Unis. Elle est d'environ 1,5% par an. Maintenant, enlevons l'inflation. La croissance du secteur industriel tombe alors à peu près à 0%. Donc au final, les USA sont bien en cours de désindustrialisation. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que les USA restent une puissance de l'innovation. La Silicon Valley est une grande réussite du 21e siècle pour les États-Unis à n'en point douter. La high-tech américaine règne sur le monde de façon écrasante. Pour autant, les États-Unis sont en crise et la baisse tendancielle du dollar face aux monnaies asiatiques traduit une perte de vitesse de l'économie. En fin de compte, la très grande vague d'impression monétaire, tant de la part de la Fed que de la part du gouvernement, aura un impact très négatif sur le dollar et sur le leadership de l'Amérique dans le monde. Oui, le dollar est toujours une valeur refuge en cas de crise, car c'est un marché très profond et tout le système financier mondial est encore articulé presque exclusivement autour du dollar. Par contre, on ne peut pas nier que la crise des mesures anti-Covid portera un coup sévère au dollar. C'est pour cette raison que dans ma lettre d'investissement que je co-rédige avec Guillaume Rouvier et avec la participation de Charles Gave, il y a une part des portefeuilles proposés tournés vers les actions asiatiques et les obligations chinoises. Ce n'est pas que je sois un fan inconditionnel du régime chinois, c'est simplement un principe de réalité. Le monde se rééquilibre et 2021 ne semble pas être une année qui dérogera à la règle tant nous avons fait n'importe quoi avec l'euro et le dollar. C'est pour cela que dans la lettre du mois de décembre, je vous explique comment acheter des actions asiatiques et dans la lettre de janvier, je vous prépare un dossier pour juger plus finement des parités de pouvoir d'achat entre deux monnaies. J'en avais déjà parlé dans le premier numéro de cette lettre en octobre 2018, mais en janvier, je reviendrai avec une méthode plus précise qui permet d'avoir une actualisation mois par mois. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez cliquer sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.